15 novembre 1943. Terrain d'essai d'Aberdeen, Maryland. 1 degré Celsius et la température continue de baisser. Une seule Kübelwagen allemande repose sur le sol américain, 790 kg d'œuvre d'ingénierie ennemie que chaque mécanicien s'attend à voir incarner la perfection automobile. Le sergent-chef Mike Kowalski, fort de 15 années passées sur les chaînes d'assemblage de Détroit, observe pendant qu'on décharge du camion de transport la réponse de la Wehrmacht à la Jeep américaine. Ce n'est pas un simple véhicule capturé. C'est censé être la suprématie de l'ingénierie allemande montée sur 4 roues. L'état-major exige une évaluation technique complète. Tous les mécaniciens américains savent que les Allemands construisent les meilleures voitures du monde. Kowalski ouvre le capot pour la première inspection. Ce qu'il voit le fige un minuscule moteur refroidi, par air ressemblant davantage à celui d'une tondeuse qu'à un moteur militaire. Il vérifie 2 fois les spécifications, 25 chevaux vapeur. La Jeep Willys américaine en produit 60. Cette arme miracle allemande a donc moins de puissance qu'une Ford Model A de 1920. Mais si l'ingénierie allemande n'est pas supérieure, pourquoi les jeunes Américains meurent-ils encore dans la boue européenne? Le moteur diesel du camion de transport toussa, puis s'éteignit, tandis que le sergent-chef Kowalski resserrait son col contre le vent de novembre. Le terrain d'essai d'Aberdeen s'étendait sur le paysage glacé du Maryland comme un immense cimetière mécanique jonché des carcasses de chars-camions et pièces d'artillerie ayant échoué au protocole d'essai impitoyable des États-Unis. La livraison du jour était différente. Aujourd'hui, on déballait l'ingénierie allemande. La Kübelwagen émergea de sa bâche vert olive comme une révélation. Kowalski avait vu les photos des services de renseignement, lu les notes du département de la guerre, étudié les rapports tactiques venus d'Afrique du Nord. C'était le chef-d'œuvre militaire de Volkswagen, le véhicule qui avait transporté les officiers de la Wehrmacht à travers l'Europe conquise, l'incarnation mécanique de la précision allemande. Même immobile sur la dalle de béton d'Aberdeen, elle dégageait une élégance indéniable qui faisait paraître les Jeeps américaines voisines grossières en comparaison. Le sergent technicien James Patterson arriva du bâtiment du dynamomètre. Son souffle visible dans l'air glacé, un classeur épais de protocoles de test à la main. 5 années passées chez General Motors lui avaient appris à aborder toute évaluation de véhicule avec une rigueur méthodique. Mais même lui ne pouvait dissimuler sa curiosité pour cet exemplaire particulier. Le département de la guerre veut un examen complet, annonça-t-il d'une voix empreinte de l'autorité de celui qui avait traduit les normes industrielles de Détroit en langage militaire. Analyse technique intégrale pour le manuel TME 983, tout des courbes de puissance aux exigences de maintenance. Kowalski acquiesça ses mains calleuses, se portant déjà sur la commande du capot. 15 années chez Ford et Chrysler lui avaient donné une compréhension intuitive de la mécanique automobile, dépassant toute formation académique. Il savait diagnostiquer un problème de transmission au simple son, d'un changement de vitesse, reconnaître une défaillance de roulement à des vibrations imperceptibles pour d'autres. La Kübelwagen représentait bien plus qu'une simple mission d'essai, c'était l'occasion de mesurer la force industrielle américaine face à la tradition d'ingénierie allemande, vantée depuis des décennies. Le capot se souleva dans un clic mécanique, satisfaisant, révélant le compartiment moteur dans toute sa gloire teutonique. Kowalski resta longuement immobile, son expression passant de l'attente à la perplexité. Le groupe motopropulseur, niché entre les longerons, ressemblait davantage à celui d'une voiture civile économique qu'à un véhicule militaire, cylindres horizontaux, opposés refroidis par air construction minimaliste, presque fragile, comparé au bloc moteur, en fonte massive qu'il connaissait à Détroit. 25 chevaux, murmura-t-il, en vérifiant une seconde fois la fiche technique fixée sur la planchette de Patterson. Les chiffres ne mentèrent pas, mais ils défièrent la logique. La Jeep Willys américaine, garée à une 50aine de mètres, produisait 60 chevaux,
grâce à son moteur Go Devil, plus du double de cette machine allemande. Même l'antique Ford Model A que son père conduisait dans les années 1920 développait davantage de puissance que cette prétendue arme merveilleuse. Le caporal Tommy Chen les rejoignit règle à calcul, déjà en main avec l'efficacité rodée d'un étudiant en ingénierie de Berkeley. Les mathématiques étaient sa langue maternelle. Il abordait chaque problème sous l'angle des rapports quantifiables. Cylindrée 985 cm3, annonça-t-il, traduisant les données allemandes en chiffres compréhensibles pour les mécaniciens américains. Soit environ 60 pouces cubes, puissance maximale, à 3300 tours à minute. Sa règle à calcul glissait avec précision, convertissant les mesures métriques en unités impériales familières. Le rapport puissance cylindrée est catastrophique, pire que celui de la plupart des voitures civiles. Patterson prit des notes minutieuses, son esprit d'ingénieur, exigeant que tout soit documenté. Ce n'était pas une simple curiosité mécanique, le département de la guerre avait besoin de données complètes sur les capacités de l'équipement ennemi. Les commandants américains prenaient des décisions tactiques, fondées sur des présomptions de supériorité technique allemande. Si ces présomptions étaient fausses, les conséquences dépasseraient de loin le domaine de l'ingénierie automobile. Le major Robert Stirling arriva alors que l'équipe entamait son inspection préliminaire. Son uniforme impeccablement repassé et orné de cuivre poli, symbole vivant de l'establishment militaire institutionnel. 20 années de service lui avaient appris à respecter les traditions militaires européennes et son éducation à West Point avait souligné l'importance de comprendre les capacités de l'ennemi. « Messieurs », annonça-t-il avec une courtoisie formelle, cette évaluation revêt une importance stratégique majeure. L'ingénierie automobile allemande est depuis longtemps considérée comme l'une des meilleures au monde. Nous devons comprendre exactement quels avantages leur matériel procure. Kowalski ravala sa première réponse. La discipline militaire acquise au fil des ans, dominant ses instincts d'ouvrier. Les attentes du major étaient claires. Il devait trouver des preuves de la supériorité technique allemande. Quantifier les avantages d'ingénierie, censés expliquer les succès de la Wehrmacht sur le champ de bataille. Mais les preuves sous leurs yeux racontaient une toute autre histoire. La conception du moteur révélait des choix techniques fondés sur des valeurs très différentes de celles de l'ingénierie automobile américaine. Là où Détroit construisait pour la puissance et la durabilité, les Allemands avaient sans privilégier l'efficacité énergétique et la simplicité de fabrication. Le système de refroidissement par air éliminait le poids et la complexité d'un système à liquide, mais au prix d'une mauvaise gestion thermique sous contrainte. La configuration arrière du moteur améliorait la traction sur la neige et dans la boue, mais rendait l'accès à la maintenance difficile, un cauchemar pour les mécaniciens de terrain. Tandis que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur le terrain d'essai d'Aberdeen Kowalski, contemplait une machine qui remettait en cause tout ce qu'il croyait sur la suprématie de l'ingénierie allemande. Ce n'était pas le chef-d'œuvre automobile que les rapports du renseignement avaient décrit. C'était un compromis élégant à certains égards, mais fondamentalement limité par des choix de conception privilégiant la théorie au détriment des performances pratiques sur le champ de bataille. Les véritables essais commenceraient le lendemain, lorsque les mesures du dynamomètre remplaceraient les impressions subjectives par des chiffres concrets. Mais déjà Kowalski sentait qu'ils allaient découvrir quelque chose qui ébranlerait les convictions fondamentales du département de la guerre sur les capacités ennemies. La nouvelle voiture de l'empereur se tenait devant eux, prête à être mesurée face à la réalité brute, sans glamour mais puissante, de l'ingénierie industrielle américaine. Le bâtiment du dynamomètre bourdonnait d'énergie électrique, tandis que le sergent technicien Patterson mettait en marche l'énorme dispositif destiné à mesurer les performances réelles de la Kübelwagen par rapport à ses spécifications promises.
4 jours de préparation avaient transformé le principal centre d'essai automobile d'Aberdeen en un laboratoire de mesure de précision avec des câbles serpentant sur le sol en béton, tels des artères mécaniques, reliant l'ingénierie allemande à la méthodologie scientifique américaine. Kowalski guida la Kubelwagen sur les rouleaux du dynamomètre, avec une précision expérimentée, sentant le véhicule se caler dans le berceau de test qui le maintiendrait immobile, tandis que ses roues tourneraient contre une résistance calibrée. L'air du matin portait l'odeur piquante des lubrifiants industriels et des équipements électriques, des effluves familiers qui lui rappelaient les pistes d'essai de Détroit, où les rêves automobiles du temps de paix étaient autrefois confrontés à la réalité mathématique. Démarrage de la mesure de puissance de base, annonça Patterson d'une voix méthodique, celle de quelqu'un qui savait que des données bâclées ruinaient toute conclusion crédible. 5 années de discipline d'ingénierie chez General Motors lui avaient appris à aborder chaque essai avec une précision de laboratoire, consignant les variables que des techniciens moins expérimentés auraient négligées. Le département de la guerre exigeait des chiffres capables de résister à l'examen minutieux des ingénieurs du Pentagone des hommes qui n'avaient jamais vu le combat, mais qui plaçaient une foi absolue dans l'analyse quantifiée. Le son du moteur de la Kubelwagen changea tandis que Patterson augmentait progressivement la charge du dynamomètre, simulant la résistance des collines des vents contraires et des conditions de combat. Au ralenti, le moteur à plat 4 cylindres émettait un bruit distinct, plus doux que les moteurs américains en ligne, mais moins solide, comme une machine à coudre comparée à un bulldozer. Le ventilateur du système de refroidissement par air produisait un souffle constant, presque timide, face au grondement assuré des moteurs américains refroidis par liquide. Chen se plaça près du panneau d'instruments, règle à calcul en main, son éducation d'ingénieur de Berkeley lui fournissant le cadre mathématique nécessaire pour transformer les mesures brutes en comparaisons significatives. Les chiffres représentaient la vérité à l'état pur, insensibles à la propagande, aux biais culturels ou aux illusions. Couple maximal à 2400 tours par minute, annonça-t-il, en notant les valeurs qui seraient bientôt transmises à Washington dans des rapports classifiés. Puissance maximale, 25, 3 chevaux à 3300 tours par minute. Les implications frappèrent Kowalski comme une douche froide. Ce n'étaient ni des estimations préliminaires, ni des approximations grossières, c'étaient des mesures précises de l'ingénierie automobile allemande à son rendement théorique maximal. La Kubelwagen fonctionnait exactement comme conçue, livrant chaque cheval-vapeur promis par les ingénieurs de Volkswagen. Le problème n'était ni une défaillance mécanique, ni un mauvais entretien. Le problème venait du fait que l'ingénierie allemande avait optimisé des priorités entièrement différentes de celles de la conception automobile américaine. Le chronomètre de Patterson cliqueta tandis qu'il commençait les essais d'accélération, mesurant le temps que mettait la Kubelwagen pour passer de 0 à 30 miles à l'heure. 26 secondes s'écoulèrent avant que l'aiguille du compteur n'atteigne la vitesse cible. Une telle performance aurait été embarrassante pour une voiture civile, à plus forte raison pour un véhicule militaire censé garantir la mobilité sur le champ de bataille. La Jeep Willys voisine accomplissait le même test d'accélération en 11 secondes, atteignant les 48 km/h, avec une assurance qui traduisait la philosophie de Détroit, la puissance mécanique brute avant tout. La comparaison des poids montre des compromis intéressants, annonça Chen, ses calculs révélant la logique d'ingénierie derrière les choix allemands. La Kubelwagen pèse 1740 livres contre 2453 pour la Jeep. Ils économisent environ 700 livres de masse structurelle, mais le rapport puissance-poids reste largement en faveur de l'ingénierie américaine. Le major Sterling observait depuis la passerelle du bâtiment sa posture militaire, ne parvenant pas à dissimuler une inquiétude croissante face à ce que ces mesures révélaient sur les capacités ennemies. 2 décennies de service l'avaient habitué à respecter les traditions militaires européennes.
Mais les chiffres qui sortaient du centre d'essai d'Aberdeen remettaient en question des convictions fondamentales concernant la supériorité technique allemande. Si les véhicules de la Wehrmacht présentèrent des performances inférieures, comment les forces allemandes parvenaient-elles à conserver un avantage tactique sur plusieurs théâtres d'opération? Les essais de transmission apportèrent d'autres surprises. Patterson passa les 4 vitesses avant de la Kübelwagen, mesurant la démultiplication du couple et l'efficacité mécanique à chaque rapport. L'ingénierie allemande avait privilégié la douceur plutôt que la robustesse, créant une boîte de vitesse d'une précision soyeuse, mais dépourvue de la solidité mécanique que les concepteurs américains jugeaient indispensable pour un usage militaire. L'enclenchement synchronisé paraissait presque délicat en comparaison de la certitude mécanique franche des transmissions américaines, conçues pour résister aux brutalités de jeunes conducteurs de 19 ans sous le stress du combat. Kowalski songea aux mécaniciens de la Wehrmacht qui devaient entretenir ces véhicules en pleine bataille. Ces 15 années sur les chaînes d'assemblage lui avaient appris qu'une conception élégante ne valait rien si elle ne survivait pas à l'usage réel. L'ingénierie raffinée de la Kübelwagen deviendrait un handicap pour des mécanos exténués, contraints d'effectuer des réparations avec des outils improvisés sous le feu de l'artillerie. L'évaluation du système de refroidissement produisit les résultats les plus inquiétants de toute la série d'essais. Patterson surveillait la température du moteur à mesure que la charge du dynamomètre augmentait, observant des valeurs qui auraient déclenché une coupure d'urgence sur n'importe quel moteur américain à refroidissement liquide. Les limites du refroidissement par air devinrent évidentes dès que le moteur fut maintenu à forte puissance pendant une durée prolongée. La gestion thermique suffisante pour un usage civil normal échouait dès que les exigences militaires imposaient un fonctionnement continu, sous contraintes élevées. Température dépassant les paramètres acceptables à 22 chevaux soutenus, rapporta Patterson, son expérience d'ingénieur, lui permettant d'interpréter des mesures révélant des faiblesses fondamentales de conception. Les indicateurs de stress thermique suggèrent que ce moteur ne peut maintenir les performances exigées en conditions de combat. La règle à calcul de Chen glissait avec efficacité, calculant les ratios de rendement thermique et comparant les performances du refroidissement par air allemand à celles des systèmes américains à refroidissement liquide. Les mathématiques révélaient des vérités dérangeantes des compromis d'ingénierie séduisants sur le papier, mais inadaptés sous la pression du champ de bataille. Dissipation de chaleur insuffisante pour une opération militaire soutenue, conclut-il ces chiffres, confirmant ce que l'instinct mécanique de Kowalski soupçonnait déjà. Lorsque les essais du matin prirent fin, Kowalski contempla les relevés d'instruments qui seraient bientôt transmis aux salles de briefing du Pentagone, où l'on prenait des décisions stratégiques fondées sur l'évaluation des capacités ennemies. Chaque chiffre racontait la même histoire. L'ingénierie automobile américaine avait atteint une supériorité mesurable, grâce à une philosophie différente, la puissance et la durabilité plutôt que l'élégance théorique. Les implications allaient bien au-delà des simples spécifications mécaniques. Elles soulevèrent la question de savoir pourquoi les soldats américains peinaient encore face à des ennemis équipés d'un matériel manifestement inférieur. La piste de montée d'Aberdeen s'étendait dans le secteur est du terrain d'essai, comme un défi géométrique lancé à l'ingénierie automobile. Sa pente de 12 degrés représentait le type de relief qui distinguait les véhicules militaires capables des prétendants civils déguisés en engins de guerre. L'air du matin, encore chargé de givre, allait bientôt céder la place à la chaleur mécanique des moteurs poussés au-delà de leurs limites. Kowalski se prépara à soumettre la Kübelwagen à l'épreuve qui révélerait si l'ingénierie allemande pouvait transformer la puissance théorique en véritable mobilité sur le champ de bataille. Le parcours commençait par une approche d'un quart de mile permettant au véhicule de prendre de l'élan avant d'affronter la section la plus raide, là où les lois de la physique effaçaient tout avantage autre que la puissance brute et la gestion thermique.
Patterson avait placé des capteurs de température à des points stratégiques le long du tracé, constituant un système de mesure complet, destiné à documenter précisément le comportement du refroidissement par air allemand, sous une charge soutenue simulant les conditions d'opération en terrain montagneux. Kowalski engagea la première vitesse et sentit la Kübelwagen entamer son assaut contre la montagne artificielle d'Aberdeen. Le bruit du moteur à plat 4 cylindres passa d'un ralenti paisible à une plainte laborieuse, tandis que la physique de la pente exigeait plus de puissance que ce que les ingénieurs de Volkswagen avaient prévu. À la marque des 150 mètres, les jauges de température commencèrent à indiquer un stress thermique qui aurait déclenché des protocoles d'alerte sur tout véhicule américain à refroidissement liquide. Le ventilateur du système à air hurlait avec une détresse mécanique, tentant de dissiper une chaleur qui s'accumulait plus vite que les ailettes d'aluminium ne pouvaient la libérer dans l'air froid de novembre du Maryland. Chen suivait la progression du véhicule à travers ses jumelles, sa règle à calcul, évaluant en temps réel les besoins en puissance face à la dégradation observée des performances. Les mathématiques révélaient l'efficacité impitoyable de la physique. Chaque degré d'inclinaison multipliait la charge de travail du moteur de manière exponentielle, transformant les maigres 25 chevaux de la Kübelwagen en une motivation misérable, incapable de gravir même des pentes modérées sous charge. « Vitesse tombant sous les 24 km/h », cria-t-il, sa voix résonnant à travers le champ d'essai avec une précision clinique. Température moteur dépassant les paramètres normaux de fonctionnement. La transmission de la Kübelwagen hésitait entre la 2e et la 3e vitesse, tandis que Kowalski luttait pour maintenir l'élan face à la certitude implacable de la gravité. L'ingénierie allemande avait été optimisée pour l'efficacité énergétique et la simplicité de fabrication. Mais la mobilité sur le champ de bataille exigeait une puissance soutenue que le moteur refroidi par acre ne pouvait fournir sans souffrance thermique. À la marque des 240 mètres, les indicateurs de température franchirent la zone de danger, là où la défaillance mécanique devenait inévitable plutôt que simplement possible. La radio de Patterson grésilla transmettant des mesures, confirmant ce que Kowalski sentait déjà à travers le volant, et la pédale d'accélérateur, la Kübelwagen atteignait les limites de son enveloppe d'ingénierie dans des conditions que les Jeeps américaines affrontaient chaque jour avec confiance. Température à 210 degrés Fahrenheit, rapporta Patterson, son expérience d'ingénieur donnant sens à ces chiffres qui représentèrent la différence entre capacité théorique et utilité réelle sur le champ de bataille. Je recommande un arrêt immédiat pour éviter d'endommager le moteur. Mais Kowalski continua conscient que ce test représentait plus qu'une simple évaluation automobile. Il s'agissait de déterminer si la supériorité allemande relevait du réel ou du mythe. Les protestations mécaniques du moteur devinrent plus désespérées, les pistons d'aluminium se dilatant au-delà des tolérances prévues, créant des jeux qui réduisaient la compression et dégradèrent davantage la puissance. De la vapeur s'échappa du compartiment moteur alors que l'huile lubrifiante approchait des températures où la dégradation moléculaire compromettrait sa capacité à protéger les pièces du frottement. Depuis le bunker d'observation, le major Sterling regardait le véhicule, censé incarner l'excellence automobile allemande, peiner sur une colline que des camions de livraison gravissaient chaque jour sans encombre. Son éducation militaire lui avait appris à respecter les traditions d'ingénierie européenne, mais ce qu'il voyait contredisait les présupposés ayant façonné la pensée stratégique américaine depuis le début de la guerre. Si les véhicules allemands présentaient de telles limites fondamentales, comment les forces de la Wehrmacht avaient-elles pu conserver leur supériorité tactique sur tant de fronts? À 275 mètres, la Kübelwagen finit par se rendre à la physique et à la réalité mécanique. Kowalski sentit la puissance s'effondrer, le stress thermique ayant anéanti la capacité du moteur à convertir le carburant en mouvement, le laissant redescendre la pente en roue libre. Tandis que la fameuse précision allemande évacuait un air surchauffé par chaque ouverture,
possible, le véhicule que les rapports de renseignement décrivaient comme une prouesse militaire venait d'échouer à un test ne représentant que les exigences ordinaires du champ de bataille et non des conditions extrêmes. Le test comparatif avec la Jeep Willys américaine apporta une démonstration éclatante des différences philosophiques entre les deux écoles d'ingénierie, des différences aux implications tactiques bien réelles. La Jeep aborda la même pente de 12 degrés, avec une assurance mécanique incarnant la philosophie de Détroit, une marge de puissance excessive et une gestion thermique fondée sur le refroidissement liquide conçue pour supporter un effort intense et prolongé. Là où la Kübelwagen avait peiné et échoué le véhicule américain, gravite la colline avec des réserves de puissance suffisantes pour affronter des pentes encore plus raides sous charge complète. Les calculs de Chen mirent en évidence la réalité mathématique derrière les performances observées. La pente maximale soutenable pour le véhicule allemand semble être de 8 degrés sous charge, annonça-t-il sa règle à calcul, traduisant les limites thermiques en contraintes tactiques susceptibles d'affecter la mobilité sur le terrain européen. La Jeep américaine atteint 27 degrés dans les mêmes conditions. Le rapport puissance-poids se traduit directement par une supériorité de mobilité opérationnelle. Au fil de l'après-midi, la nouvelle de l'échec de la Kübelwagen sur la piste de montée se répandit à travers l'immense complexe d'Aberdeen comme un ragot mécanique. Les techniciens d'autres unités d'essai abandonnèrent leurs travaux pour assister à la démystification systématique de l'ingénierie automobile allemande par les protocoles de mesure américains. Le véhicule que la propagande avait élevé au rang de symbole de la supériorité teutonique refroidissait maintenant dans l'air froid de novembre du Maryland, ses limites exposées par des mathématiques indifférentes à la fierté nationale ou aux illusions culturelles. Les essais de traction apportèrent la dernière humiliation. Kowalski guida la Kübelwagen à propulsion arrière vers la fosse de sable d'Aberdeen, où des conditions contrôlées permettraient de mesurer l'adhérence et la mobilité sur un terrain simulant les irrégularités du champ de bataille. 4 pouces de sable meuble, à peine de quoi gêner une voiture de tourisme, suffirent à immobiliser complètement le véhicule allemand. Ses pneus étroits et sa répartition du poids vers l'arrière formaient une combinaison désastreuse, transformant de simples obstacles de terrain en contraintes de mobilité capables de tuer une mission. Patterson documenta chaque mesure avec une précision méticuleuse, conscient que ces chiffres rejoindraient les salles de briefing du Pentagone, où se prenaient des décisions stratégiques fondées sur l'évaluation des capacités ennemies. Le même piège de sable qui arrêtait une Jeep américaine à 18 pouces avait vaincu l'ingénierie allemande à seulement 4, révélant des priorités de conception fondées sur l'élégance théorique plutôt que sur l'utilité pratique au combat dans des conditions pourtant représentatives d'opérations militaires ordinaires et non de situations extrêmes. La baie d'entretien d'Aberdeen résonnait des sons précis du démontage systématique, alors que Kowalski abordait la phase finale de l'évaluation, celle qui devait déterminer si l'ingénierie allemande compensait ses faiblesses de performance par une supériorité en maintenance et en réparabilité sur le terrain. Le froid mordant de décembre avait transformé l'atelier non chauffé en un environnement simulant les conditions dures où des mécaniciens de combat devaient maintenir les véhicules opérationnels sous le feu ennemi et dans des intempéries impossibles. Le changement d'huile de routine marqua le début de ce que Patterson avait désigné comme l'analyse comparative de maintenance chronométrant chaque opération par rapport à son équivalent sur le matériel américain afin de quantifier les coûts cachés de la complexité du design. Le chronomètre de Kowalski démarra lorsqu'il localisa le bouchon de vidange d'huile de la Kübelwagen, découvrant immédiatement le premier signe que les ingénieurs allemands avaient de la privilégier l'élégance conceptuelle au détriment du service pratique sur le terrain. Le point de vidange se trouvait derrière une plaque de protection, nécessitant un accès d'outils sous plusieurs angles, transformant une opération simple en exercice d'acrobatie mécanique.
15 minutes se sont écoulées et nous n'avons pas encore vidé une seule goutte, grommela Kowalski, son souffle visible dans l'air glacé, tandis qu'il se battait avec des panneaux d'accès semblant avoir été conçus par des ingénieurs n'ayant jamais changé d'huile en conditions de guerre. 15 années sur les chaînes d'assemblage de Détroit lui avaient appris que la complexité de maintenance est l'ennemi de la disponibilité opérationnelle. Chaque minute supplémentaire passée à entretenir un véhicule est une minute de moins en état de combat et une vulnérabilité accrue face à l'ennemi. Patterson documentait chaque étape avec la même rigueur scientifique, sachant que ces mesures influenceraient les protocoles du département de la guerre concernant l'entretien du matériel capturé. Son expérience d'ingénieur chez General Motors donnait un éclairage sur ses choix de conception. Il paraissait sophistiqué sur les plans d'usine, mais créait des cauchemars pratiques pour les mécanos de terrain, disposant d'outils limités et affrontant des conditions impossibles. La philosophie allemande semble privilégier la protection des composants à l'accessibilité du service. Observa-t-il, regardant Kowalski se débattre avec des fixations exigeant des outils spécialisés plutôt que des clés militaires standards. Le changement d'huile qui prenait 12 minutes sur une Jeep américaine nécessita 45 minutes sur la Kübelwagen, la majorité du temps supplémentaire étant consacré à accéder à des pièces que les ingénieurs allemands avaient enfouies sous des protections et des éléments structurels. Chen calcula les implications tactiques avec la précision d'un mathématicien, traduisant ces écarts de temps de maintenance en statistiques de disponibilité opérationnelle qui révélèrent les coûts cachés de la complexité technique. L'écart de temps de maintenance représente une réduction de 27% de la disponibilité des unités pendant des opérations prolongées, annonça-t-il ces chiffres, démontrant comment les choix de conception affectaient l'efficacité au combat, non pas par la performance mécanique, mais par les contraintes logistiques. Le remplacement des bougies d'allumage fournit une preuve encore plus spectaculaire des priorités de l'ingénierie allemande qui préférait la perfection théorique à la praticité militaire. La configuration du moteur à cylindre, opposée horizontalement de la Kübelwagen, enfouissait les bougies sous des capots de refroidissement et des composants électriques nécessitant un démontage partiel du moteur pour y accéder. Ce qui aurait dû être une opération de 8 minutes sur tout véhicule militaire raisonnable devint une expédition d'archéologie mécanique de 35 minutes, laissant Kowalski douter de la santé mentale des ingénieurs n'ayant jamais travaillé sous un bombardement d'artillerie. « C'est insensé », dit-il, en tenant une bougie qu'il avait fallu retirer après avoir démonté 6 pièces distinctes. N'importe quel mécanicien de ferme dans l'Iowa pourrait entretenir le moteur d'une Jeep avec une simple boîte à outils. Cette chose-là exige un atelier complet et une demi-journée juste pour changer des bougies. Son pragmatisme d'ouvrier se révoltait contre une complexité inutile qui ne servait aucun but pratique, sinon de démonstration d'une sophistication d'ingénierie à l'usage de ceux qui n'auraient jamais à entretenir les machines qu'ils avaient conçues. Le major Stirling observait l'évaluation de maintenance avec une compréhension croissante de la façon dont les choix techniques affectaient les capacités tactiques, non pas par la performance, mais par la logistique. Son éducation militaire avait toujours insisté sur l'importance de maintenir le matériel opérationnel en conditions de combat. Mais les preuves issues de l'atelier d'Aberdeen révélèrent des différences fondamentales de philosophie de conception qui détermineraient l'efficacité au combat indépendamment des capacités théoriques. Comment les unités allemandes parviennent-elles à maintenir leur disponibilité opérationnelle avec de telles exigences d'entretien ? Demanda le major Sterling, comprenant que la complexité de maintenance représentait une vulnérabilité stratégique que les forces alliées pouvaient exploiter par des opérations prolongées. L'entretien du filtre à air offrit la démonstration finale des priorités de l'ingénierie allemande qui transformait une simple tâche de maintenance en une véritable entreprise mécanique. Accéder à l'élément filtrant nécessitait de retirer les capots du moteur, de débrancher les câbles électriques
et de démonter partiellement le système de refroidissement, une procédure de 25 minutes, pour accomplir ce que les ingénieurs américains avaient rendu possible en 3 minutes, grâce à des décisions favorisant la praticité plutôt que l'optimisation théorique. La documentation de Patterson mit en évidence des schémas qui dépassaient les opérations isolées de maintenance pour révéler des différences globales entre la conception automobile américaine et allemande. Les ingénieurs allemands semblaient avoir optimisé l'efficacité de fabrication et les performances théoriques tout en acceptant la complexité d'entretien comme un compromis acceptable. Il conclut son analyse en montrant comment des décisions prises dans des bureaux d'ingénierie en temps de paix influenceraient directement les opérations militaires dans des conditions que leurs concepteurs n'avaient jamais connues. L'analyse mathématique de Chen transforma les mesures individuelles de temps de maintenance en évaluation stratégique de la durabilité logistique sous conditions de combat. Les exigences d'entretien cumulées réduiraient la disponibilité des unités allemandes d'environ 30% par rapport au matériel américain soumis au même rythme opérationnel. Il calcula ces chiffres en comprenant qu'ils représentèrent la différence entre le succès tactique et l'effondrement logistique au cours d'opérations prolongées. Les essais de démarrage à froid du 8 décembre apportèrent la confirmation finale des limites de l'ingénierie allemande. Des limites qui se révéleraient désastreuses dans des conditions de combat réelles. À 12 degrés Celsius, température typique d'un hiver européen, le moteur de la Kübelwagen refusa de démarrer malgré 6 tentatives menées selon les procédures exactes. Le système de refroidissement par air qui éliminait les risques de gel du liquide provoquait à l'inverse des difficultés de carburation et d'allumage, rendant le fonctionnement en climat froid peu fiable, précisément là où la fiabilité mécanique absolue était vitale. Kowalski observa la Jeep américaine démarrer instantanément dans les mêmes conditions. Son moteur à refroidissement liquide et son système électrique robuste illustraient une conception axée sur la fiabilité opérationnelle plutôt que sur l'efficacité théorique. « Partie terminée », déclara-t-il, comprenant que ces mesures représentèrent bien plus qu'une simple comparaison automobile. Elles révélaient des divergences fondamentales de philosophie industrielle, celles qui détermineraient quel système pouvait soutenir une guerre totale dans un environnement où chaque panne mécanique signifiait une défaite tactique. À mesure que les essais de décembre s'achevaient, l'évaluation de maintenance avait mis au jour les limites de l'ingénierie allemande bien au-delà des chiffres de puissance. Ces limites touchaient à la durabilité opérationnelle en conditions réelles de combat. La Kübelwagen incarnait une sophistication d'ingénierie répondant parfaitement aux exigences théoriques, mais échouant aux tests pratiques qui définissaient l'efficacité militaire, non pas par la performance brute, mais par la contrainte logistique. Le 15 décembre arriva à Aberdeen accompagné d'un froid mordant qui transformait le métal en glace et faisait de chaque opération mécanique une épreuve d'endurance humaine, autant qu'un test d'ingénierie. Kowalski resta assis seul dans la baie de maintenance vide, fixant son rapport technique achevé, tandis qu'à l'extérieur, le vent hurlait à travers le paysage gelé du Maryland, avec la même persistance implacable que celle que montraient encore les forces allemandes sur les champs de bataille européens, malgré leur matériel manifestement inférieur. Chaque chiffre du manuel technique, TME 983, racontait la même histoire nette et sans compromis. L'ingénierie automobile américaine avait atteint une supériorité mesurable sur la conception allemande dans toutes les catégories déterminantes pour l'efficacité militaire. 25 chevaux contre 60. 45 minutes pour une vidange contre 12. Échec à 8 degrés de pente, contre réussite à 27 degrés. Les mathématiques étaient irréfutables, documentées avec une précision scientifique, capables de résister à l'examen des ingénieurs du Pentagone, ces hommes qui faisaient davantage confiance aux chiffres qu'à la propagande ou aux idées reçues culturelles. Mais les soldats américains continuaient de mourir dans les montagnes italiennes,
et les haies françaises, luttant pied à pied contre des forces de la Wehrmacht équipées de véhicules qu'Aberdeen avait pourtant prouvés inférieurs à la production industrielle américaine. Cette contradiction rongeait la logique ouvrière de Kowalski comme une panne mécanique insaisissable, impossible à diagnostiquer avec les méthodes habituelles. Si le matériel allemand était aussi médiocre, pourquoi les forces américaines ne remportaient-elles pas une victoire décisive au lieu de progresser mètre par mètre à travers un terrain semblant avantager des défenseurs dotés d'un équipement manifestement inférieur? Patterson le trouva là bien après minuit. L'ancien ingénieur de General Motors portait 2 tasses de café et le poids de sa propre confusion professionnelle face à la dissonance entre leurs résultats d'essai et les rapports du front qui continuaient d'attester de l'efficacité tactique allemande. « Les chiffres ne mentent pas », dit Patterson en s'asseyant sur une chaise près de l'établi où des mois de données méticuleusement classés représentaient dans la démystification systématique du mythe de la supériorité technologique allemande. Mais il n'explique ni pas pourquoi les unités de la Wehrmacht conservent une efficacité opérationnelle malgré les limites matérielles que nous avons documentées. La conversation qui suivit serait plus tard considérée comme le moment où l'équipe d'Aberdeen comprit qu'elle s'était posé les mauvaises questions sur l'efficacité militaire et la supériorité technologique. Chen les rejoignit vers 3 heures du matin, sa règle à calcul oubliée, tandis que la rigueur mathématique cédait la place à une compréhension plus vaste du fonctionnement réel de la guerre. La manière dont les facteurs humains et les capacités mécaniques se combinaient pour produire des résultats tactiques dépassant de simples comparaisons d'équipements. « Nous avons mesuré les mauvaises variables », déclara Patterson. Son expérience d'ingénieur lui fournissait le cadre d'une analyse qui allait au-delà des chevaux vapeur et des rapports de couple vers les facteurs opérationnels qui déterminent la réussite sur le champ de bataille. Peu importe les avantages théoriques du matériel. Les forces allemandes ne gagnent pas parce que leurs véhicules sont meilleurs. Elles gagnent malgré des véhicules pires, parce qu'elles disposent d'une doctrine supérieure d'un meilleur entraînement et d'une intégration tactique qui exploite au maximum des moyens limités. Cette révélation frappa Kowalski comme un éclair mécanique, transformant des mois de données contradictoires en une explication cohérente. L'efficacité militaire naît d'interactions complexes entre le matériel, la formation, la tactique et l'expérience opérationnelle, plutôt que d'une simple supériorité technologique. Les unités allemandes réussissaient parce qu'elles savaient tirer le maximum de ressources limitées, tandis que les forces américaines apprenaient encore à intégrer un matériel supérieur dans des systèmes tactiques efficaces. Le major Sterling les découvrit là à l'aube. 3 hommes entourés de documents qui, partis d'une évaluation automobile, s'étaient transformés en analyse stratégique, expliquant pourquoi les avantages matériels ne se traduisaient pas automatiquement en succès sur le champ de bataille. Son éducation militaire lui permit de saisir la portée de ses conclusions, lesquelles remettaient en cause les fondements du déterminisme technologique dans la guerre, et révélaient une vérité inconfortable. La doctrine tactique américaine mettait davantage l'accent sur la supériorité matérielle que sur l'efficacité opérationnelle. L'ingénierie allemande n'était pas supérieure, déclara Kowalski, formulant clairement l'idée que des mois d'essai avaient lentement mis en lumière, elle était simplement différente. Optimisée pour la production de masse sous contrainte de ressources plutôt que pour la performance maximale. Ils mènent une guerre de pauvres avec un matériel conçu pour l'efficacité plutôt que la puissance. Et ils gagnent parce qu'ils savent utiliser leurs ressources limitées avec intelligence. Les implications dépassaient largement le cadre des essais d'Aberdeen. Elles touchaient à la stratégie même, comment convertir la puissance industrielle américaine en avantage tactique sur les champs de bataille européens où les forces allemandes continuaient à démontrer une efficacité opérationnelle, malgré des désavantages matériels que les tests d'Aberdeen avaient prouvés scientifiquement. Un matériel supérieur ne signifiait rien si ses opérateurs manquaient de formation de doctrine ou d'expérience pour exploiter ces avantages en conditions de combat.
Patterson entreprit alors de rédiger une analyse complémentaire destinée à accompagner le manuel technique TME-983 dans les salles de briefing du Pentagone. Ce rapport expliquerait comment le succès tactique allemand, malgré l'infériorité de son matériel, révélait l'importance de la doctrine de l'entraînement et de l'expérience opérationnelle dans la détermination des résultats de bataille. Les forces américaines disposaient de véhicules d'armes et d'un soutien logistique supérieur, mais les unités allemandes maintenaient leur efficacité tactique grâce à une meilleure intégration de ressources limitées dans des systèmes opérationnels cohérents. Les modèles mathématiques de Chen montrèrent les implications stratégiques des découvertes d'Aberdeen. Ils prédisaient que les avantages matériels américains finiraient par surpasser la supériorité tactique allemande à mesure que les Alliés acquéraient de l'expérience opérationnelle, tandis que les unités de la Wehrmacht épuiseraient leur personnel formé et leur infrastructure logistique. La guerre serait gagnée non par la qualité individuelle de chaque pièce d'équipement, mais par la capacité industrielle, la production de masse américaine submergeant l'efficacité allemande par la force du nombre. Lorsque la lumière du matin filtra à travers les fenêtres d'Aberdeen, l'équipe comprit qu'elle avait produit bien plus qu'une simple comparaison automobile. Elle avait mis au jour les différences fondamentales entre les approches américaines et allemandes de la technologie militaire, des différences qui détermineraient l'issue finale de la guerre. L'ingénierie allemande représentait une optimisation sophistiquée, sous contrainte de ressources, tandis que la production américaine démontrait une puissance industrielle, capable d'écraser cette efficacité par une supériorité quantitative écrasante. Le rapport final, issu des essais d'Aberdeen, voyagerait jusqu'au théâtre européen, sous la forme du manuel technique TME-983, portant la preuve mathématique que le matériel américain surpassait les équivalents allemands dans toutes les catégories mesurables. Mais plus important encore, il expliquerait pourquoi la supériorité matérielle à elle seule ne suffisait pas à garantir le succès tactique sans doctrine, sans formation et sans intégration opérationnelle, capable d'exploiter pleinement les avantages technologiques sur le champ de bataille. Le 6 juin 1944, 16 000 Jeeps américaines roulèrent sur les plages de Normandie, transportant des soldats formés à exploiter la supériorité de leur équipement grâce à une doctrine inspirée des succès tactiques allemands. Le manuel technique de Kowalski apportait la confirmation mathématique de ce que le jour J allait démontrer sur le terrain. La puissance industrielle américaine, appliquée avec une tactique efficace, se révélerait décisive face à l'efficacité allemande prisonnière de ressources limitées et de circonstances stratégiques de plus en plus désespérées, des conditions qu'aucune sophistication d'ingénierie ne pouvait plus surmonter.